24 ans de règne. Saddam Hussein a dirigé l'Irak par les guerres, les attaques chimiques et les exécutions sommaires. Mais en 2003, l'invasion américaine brise le système. Le 9 avril 2003, Bagdad tombe. Saddam Hussein s'évapore dans la nature. Comment un dictateur peut-il disparaître alors que l'armée la plus puissante du monde le traque? La réponse est simple, il connaissait parfaitement le terrain. Saddam retourne vers ses racines, dans le centre de l'Irak. Pendant 8 mois, il reste en mouvement perpétuel. Il change de planque chaque nuit. Il utilise des maisons sécurisées et compte sur la loyauté de ses derniers partisans. Sa zone de repli se situe près de Tikrit, sa ville natale, dans la province de Salah al-Din. Sur les images d'archives de l'époque, on voit des soldats fouiller chaque ferme et chaque cave. Le Pentagone lance l'opération Red Dawn. Les militaires américains collaborent avec la CIA et des informateurs locaux. Ils surveillent les communications et infiltrent les réseaux familiaux. La pression augmente. Les forces spéciales arrêtent les membres de son premier cercle. Les interrogatoires s'enchaînent dans des salles bétonnées. Chaque témoignage apporte un nouvel indice. Chaque arrestation resserre le piège. À première vue, il pouvait être n'importe où. Mais en réalité, le périmètre se réduit à quelques kilomètres carrés. Les services de renseignement localisent une zone précise près du fleuve Tigre. L'armée concentre ses recherches autour des villes d'Ad-Dor, Samara et Tikrit. Les hélicoptères patrouillent sans relâche. Les troupes au sol quadrillent le secteur. La traque entre dans sa phase finale. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. 13 décembre 2003, 20h. L'opération Aube Rouge est lancée. Le nom vient au film de guerre américain de 1984. Les cibles sont précises. 2 fermes près de la localité d'Ad-Dor. On les appelle Wolverine 1 et Wolverine 2. Le secteur se trouve à 15 km au sud de Tikrit. 600 soldats sont mobilisés. Ils appartiennent à la 4e division d'infanterie et à la Task Force 121. Ce sont des unités d'opération spéciales. Sur les images, on voit des hélicoptères de combat et des véhicules blindés. Le dispositif est massif. Pourquoi un tel déploiement pour de simples fermes? Parce que l'information vient d'une source directe. Un ancien garde du corps de Saddam Hussein a fini par parler. À première vue, un terrain agricole banal avec un petit enclos fortifié. Mais en réalité, la cachette du dictateur. Les troupes fouillent chaque mètre carré. Sous un tas de briques et de terre, les soldats repèrent quelque chose. Ils dégagent les débris. C'est un trou étroit creusé dans le sol. Profondeur, entre 1,80 m et 2,40 m. L'espace suffit à peine pour un homme allongé. Le monde entier appellera cet endroit le trou à rats. À l'intérieur de la cavité, les soldats découvrent Saddam Hussein. L'image choque. L'homme est maigre. Il semble épuisé. Ses cheveux sont emmêlés. Sa barbe est longue et totalement grise. Il n'a plus rien d'un chef d'État. Le matériel saisi dans le trou est dérisoire. Une lampe de poche, un pistolet et un sac contenant 750 000 $ en billets américains. 2 fusils AK-47 sont posés à proximité. Saddam ne les a pas touchés. Il n'a pas tiré. Il n'a pas tenté de s'enfuir. La résistance a été nulle. La scène est rapide. Les soldats le tirent du trou. Les menottes sont serrées. La capture est confirmée. Immédiatement après, l'hélicoptère décolle. Saddam est transféré au camp Cropper. C'est une prison militaire américaine située près de l'aéroport international de Bagdad. C'est un centre de haute sécurité réservé aux cibles prioritaires. Le Pentagone lui donne un nom de code, détenu de haute valeur numéro 1. La situation a empiré pour l'ancien président. Sa nouvelle réalité se limite à une cellule minuscule. À l'intérieur, il n'y a que le strict minimum. Les murs sont nus, la surveillance est constante. L'histoire s'est arrêtée là. 4 murs de béton froid. Une cellule de quelques mètres carrés dans une base militaire américaine. Le mobilier est rudimentaire. Un lit en métal, un matelas fin, un petit évier et des toilettes. Au plafond, une lumière ne s'éteint jamais. Pourquoi les Américains laissaient-ils la lumière allumée 24 heures sur 24? La raison est simple. Ils voulaient le surveiller sans aucune interruption. Le contrôle était total. Des caméras filmaient chaque mouvement. Des gardes observaient derrière la porte. Le silence était imposé. Il avait interdiction de parler aux autres détenus. Saddam Hussein passait la quasi-totalité de ses journées seul. 1 heure de sortie par jour. C'était son unique contact avec l'extérieur dans une petite cour sécurisée. Il utilisait ce temps pour faire quelques exercices physiques. Il respirait l'air frais avant de retourner dans son box. À l'image,
Un homme vieillissant qui marche en cercle sous une surveillance armée. Dans sa cellule, il possédait quelques livres en arabe. Le Coran occupait la majeure partie de son temps de lecture. Il écrivait aussi, beaucoup. Des lettres et des notes personnelles s'accumulaient sur sa petite table. Certains de ses courriers partaient pour la Jordanie, là où ses filles s'étaient réfugiées. Mais la solitude était brisée par les interrogatoires. Les officiers de renseignement américains se succédaient. Parmi eux, l'agent de l'un des services les plus puissants au monde, George Pirot, du FBI. En 2004, Pirot passe des mois face au dictateur. Le constat de l'agent est clair. Saddam restait calme. Il était intelligent. Sur les enregistrements, on voit qu'il tente de manipuler l'entretien. Il veut diriger la conversation. Saddam ne montrait ni culpabilité ni peur. Pour lui, la vérité était ailleurs. Il restait convaincu que l'histoire ferait de lui un grand leader et non un criminel de guerre. À première vue, un prisonnier brisé, mais en réalité, un homme qui refuse de plier. De temps en temps, il recevait ses avocats. Son équipe juridique venait d'Irak et de l'étranger. Devant eux, il ne changeait pas de posture. Il se présentait toujours comme le président légitime de l'Irak. Il refusait de reconnaître ses crimes. Ses arguments restaient les mêmes. Il disait défendre son pays contre les ennemis extérieurs. Même derrière les barreaux, il agissait comme s'il donnait encore des ordres. Pendant ce temps, à l'extérieur des murs, le pays basculait. L'ancien parti Baas n'existait plus. Les portraits du leader étaient déjà au sol. Un nouveau gouvernement voyait le jour sous la direction des États-Unis. Le 1er juin 2004, le pouvoir a changé de main. La transition était en marche. L'ancien monde de Saddam disparaissait sous ses yeux. Le 28 juin 2004, c'est à cette date précise que les États-Unis transfèrent officiellement la garde juridique de Saddam Hussein au gouvernement intérimaire irakien. Iyad Allawi dirige alors le pays. Le nouveau système judiciaire irakien prend les commandes du dossier. Mais la réalité est plus complexe. Pourquoi Saddam reste-t-il derrière des barreaux américains? La sécurité. Les États-Unis craignent un assaut. À première vue, un transfert de pouvoir. Mais en réalité, une protection armée constante. Les Américains redoutent deux scénarios. D'un côté, la vengeance des citoyens irakiens qui le détestent. De l'autre, une opération d'extraction menée par ses derniers fidèles. Saddam reste donc sous surveillance militaire étrangère. Les couloirs sont sécurisés. Les gardes sont triés sur le volet. L'attente dure près de 2 ans. En octobre 2005, le procès s'ouvre enfin. L'instance s'appelle le Tribunal spécial irakien. Sa mission est claire, juger les crimes de Saddam et des hauts dignitaires de son régime. On ne traite pas seulement d'un homme, mais d'un système entier. Le 19 octobre 2005, le procès commence officiellement. Le décor est la zone verte de Bagdad. C'est un périmètre ultra sécurisé, protégé par des murs de béton et des blindés américains. À l'image, une salle d'audience sobre, entourée de barbelés et de snipers sur les toits. L'erreur était interdite. La première accusation porte sur un événement précis, le massacre de Doujaï en 1982. Doujaï est une petite ville chiite située à 60 km au nord de la capitale. Cette année-là, Saddam s'y déplace en convoi officiel. Soudain, des coups de feu éclatent. Des membres d'un groupe chiite tentent d'assassiner le dictateur. Les balles frappent les carrosseries, mais Saddam survit à l'attaque. Sur les documents d'époque, on voit le convoi accélérer sous les tirs. Saddam est indemne. Mais Saddam est furieux. Il exige une vengeance immédiate et totale. Ce n'était pas juste une riposte, c'était un signal envoyé à tout le pays. Il ordonne une répression brutale. L'opération est dirigée par Barzan Ibrahim al-Tikriti. C'est le demi-frère de Saddam et le chef des services de renseignement. Les soldats entrent dans Doujaï, les arrestations commencent. Les archives montrent des familles entières emmenées vers les centres d'interrogatoire. Le bilan est lourd. Les exécutions se succèdent. Les événements se sont accélérés. Ainsi s'est ouverte la première page du jugement de Saddam Hussein. 148 condamnés à mort. C'est le bilan brut de la répression à Doujaï. Pourquoi une telle violence pour une seule attaque ratée? Saddam Hussein voulait transformer une ville entière en exemple. La vengeance a frappé immédiatement. Les services de sécurité ont raflé des centaines d'habitants, des adolescents, des vieillards, des familles entières. Les preuves n'existaient pas, la suspicion suffisait. Sur les registres, on ne lit que des noms et des âges. 148 hommes et jeunes garçons ont reçu leur sentence, la pendaison.
Les exécutions se sont étalées sur plusieurs années. Les autres ont pris la direction de la prison d'Abu Ghraib, à l'image des cellules de béton et des couloirs sombres. Là-bas, les interrogatoires rimaient avec torture. Beaucoup ne sont jamais ressortis. Les bulldozers sont arrivés ensuite. Ils ont rasé les maisons. Ils ont arraché les vergers et brûlé les terres agricoles. Doujaï n'était plus qu'une ruine. Le tribunal a retenu un chef d'accusation précis. Crime contre l'humanité. L'ordre venait d'en haut. Saddam avait personnellement validé le massacre et la torture de civils. 7 complices sont assis à ses côtés dans le box. Parmi eux, Barzan Al-Tikriti, son demi-frère, et Taha Yassin Ramadan, l'ancien vice-président. Des cadres locaux du parti Baas complètent la liste. C'est un tournant historique pour l'Irak. Pour la première fois, un dirigeant doit répondre de ses actes devant un juge. À l'écran, les télévisions du pays diffusent les images en direct. Des millions d'Irakiens observent. On voit Saddam Hussein. Il porte un costume sombre. Il est enfermé dans une cage en bois, entouré de gardes lourdement armés. Mais l'accusé refuse de se soumettre. La tension est palpable dans la salle. Saddam hurle. Il coupe la parole au magistrat. Il multiplie les discours politiques agressifs. Pour lui, ces hommes en robe ne sont pas des juges, mais des traîtres. Il conteste chaque procédure. Il martèle que ce tribunal est illégal, car né de l'occupation américaine. À première vue, un procès ordonné, mais en réalité, une lutte de pouvoir devant les caméras. Saddam Hussein refuse de lâcher prise. Il crie face au juge qu'il est toujours le seul président légitime de l'Irak. La session s'est achevée dans le chaos. Saddam Hussein refusait de reconnaître l'autorité du nouveau gouvernement. À chaque audience, il défiait le tribunal. Il se levait brusquement face aux objectifs. Sur les images, on le voit saluer les caméras comme s'il était encore en meeting. Pourquoi agissait-il ainsi? Il ne se voyait pas comme un accusé, mais comme un chef d'État en exercice. Il affrontait directement les procureurs. Saddam affirmait haut et fort qu'il avait le droit de punir ceux qui tentaient de l'assassiner. Pour lui, réprimer le village de Doujaï était une mesure de protection nationale contre les terroristes. Son assurance était totale. Pourtant, le palais n'existait plus et ses armées avaient disparu. La pression sur les juges était immense. Les menaces de mort pleuvaient. Plusieurs magistrats ont jeté l'éponge par peur des représailles. En janvier 2006, le premier juge en chef, Rizgar Mohamed Amin, a démissionné. Il ne supportait plus les pressions politiques et les insultes constantes. Son successeur, Raouf Abdelrahman, a changé de méthode. Il était plus dur. Il coupait les micros. Il expulsait les avocats. Il voulait reprendre le contrôle d'un tribunal qui sombrait dans le chaos. Mais malgré les cris et le désordre, la procédure avançait. À la barre, les témoins se succédaient. Des survivants de Doujaï racontaient l'horreur. Ils décrivaient les salles de torture, les exécutions sommaires et la disparition de familles entières. Les preuves s'accumulaient sur les bureaux. Des documents officiels portaient la signature de Saddam. Il avait lui-même approuvé les ordres de mort. À première vue, un procès politique. Mais en réalité, une montagne de preuves documentées. Le 5 novembre 2006, le verdict tombe. Saddam Hussein est reconnu coupable du massacre de Doujaï. La sentence est prononcée, la mort par pendaison. Dans le box, Saddam reste impassible. Ses mains ne tremblent pas. Il lève le poing vers le plafond et crie qu'il n'a pas peur de la mort. Pour lui, il reste le seul leader légitime de l'Irak. Mais ce n'était que le début de la fin. Ses avocats ont immédiatement déposé un recours en appel. Ils espéraient annuler la sentence ou gagner du temps. Le dossier a été transmis à la cour d'appel irakienne pour une révision complète des preuves. Les juges ont passé plusieurs semaines à examiner chaque document et chaque témoignage. Le 26 décembre 2006, la cour d'appel a rendu sa décision finale. L'histoire s'est alors accélérée. Le verdict était irréversible. 26 décembre 2006. La cour d'appel irakienne confirme la sentence de mort. Saddam Hussein est coupable de crimes contre l'humanité. Le verdict est définitif. Le droit irakien impose une exécution sous 30 jours. Mais le gouvernement ne veut pas attendre. Pourquoi une telle urgence? Le pouvoir voulait frapper fort. Le Premier ministre, Nouri al-Maliki, exige une exécution immédiate. À l'image, des officiels signent des documents sous des lampes de bureau. La fête de l'Aïd al-Adha approche. C'est une période de prière et de famille pour les musulmans.
Le gouvernement y voit une opportunité politique. Exécuter Saddam avant la fête est un signal. Un message de clôture pour les victimes. Une preuve de force pour le nouvel État. La machine administrative s'emballe. Les préparatifs s'accélèrent en coulisses. Les officiels irakiens coordonnent l'opération avec l'armée américaine. Les États-Unis détiennent encore physiquement le prisonnier. Il faut organiser le transfert. Les juges sont convoqués. Les témoins sont choisis. La sécurité est renforcée autour de la zone verte et des sites sensibles. À première vue, une procédure légale classique. Mais en réalité, une course contre la montre. Saddam Hussein apprend le rejet de son appel. Il sait que la fin approche. Le 29 décembre, il est détenu au camp Cropper, près de l'aéroport de Bagdad. La nouvelle tombe dans la soirée. L'exécution aura lieu le lendemain à l'aube. On voit sur les rapports, les soldats américains préparent les dossiers de transfert. Les gardiens surveillent les moindres gestes du prisonnier. C'est sa dernière nuit. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les préparatifs techniques s'achèvent dans le secret. Une potence de 6 pieds de haut est prête. Les derniers ordres sont donnés. Le silence s'installe dans le complexe militaire. L'histoire s'est arrêtée là pour le dictateur. 69 ans. Après avoir dirigé l'Irak pendant près de 24 ans, l'homme fort de Bagdad allait mourir par pendaison. Pourquoi ce silence soudain? Saddam Hussein n'était plus le même. À première vue, un prisonnier brisé. Mais en réalité, un condamné qui acceptait son sort. Le dictateur est resté calme toute la nuit. Il a cessé de crier. Les gardiens et les témoins ont rapporté une attitude paisible, presque résignée. Il avait compris. Pour lui, le temps des discours et de la violence était terminé. Il ne restait que l'attente du bourreau. Aucune larme n'a coulé. Il n'a formulé aucune demande de grâce. Saddam a passé ses dernières heures dans une cellule étroite, loin du luxe de ses anciens palais. Sur les images de surveillance, on observe ses mains. Elles tournent les pages du Coran sans trembler. Il a prié longuement. Il a écrit plusieurs lettres sur du papier ordinaire. L'une d'elles était adressée à sa famille. Un dernier adieu, sec et définitif. Mais ce n'était pas tout. Il a remis ses dernières volontés à l'un de ses avocats. Ses instructions étaient claires. Pas de monument national, pas de cérémonie grandiose. Il a exigé une sépulture islamique simple dans son village natal de Al-Aouja. La situation s'est accélérée à l'approche de l'aube. Il a rendu ses derniers effets personnels, il a ajusté ses vêtements une dernière fois. Saddam Hussein s'est préparé pour l'échafaud comme on se prépare pour un ultime rendez-vous officiel. Le tribunal avait rendu son verdict. L'histoire s'est arrêtée là.